Bonjour mes délicieux co-créateurs, c'est Lilou pour une nouvelle interview, cette fois-ci à Bordeaux, avec Vanessa Toffoli, que je suis ravie de recevoir, qui fait partie de ce merveilleux cahier d'exercices du défi Mission de Vie, que j'ai découvert lors d'une séance, plusieurs séances d'ailleurs, que j'ai fait en couple, parce que tu fais des thérapies brèves, et je suis tombée sur ton site, et voilà. Et donc je voulais vous faire découvrir Vanessa, parce que ça a été une belle découverte pour nous, d'apprendre à nous disputer. C'est l'art de se disputer, hein. Tu enseignes ça en partie, tu fais des séances en couple, en individuel, en entreprise. Chaque cas de figure, je suppose, est complètement différente, mais tu es dans les thérapies brèves, hein. Et on va parler de différents exercices que tu as, différentes idées, etc. Alors, je sais que tu as été enseigné, en tout cas, tu l'as appris de plusieurs personnes ou d'une personne en particulier, non, c'est ça ? Oui, il s'agit de Jean-Marc Henriot, qui est un psychologue français qui a créé une technique dans les thérapies brèves intégratives de couple. Ouais. Voilà. Donc déjà, son nom est à l'honneur, parce qu'il faut quand même mettre... c'est bien de parler de toutes ces personnes de qui on peut apprendre. Et en même temps, moi, ce qui me plaît, c'est toi. Cette connexion s'est faite là. Donc, j'ai envie de partager avec vous qui est Vanessa, et puis surtout ce que tu as appris et les différentes choses. Parce qu'il y a quand même des passages difficiles dans une vie, que ce soit en couple ou seul. Et là, on se sent quand même tiraillé de l'intérieur. Ça dure depuis des semaines, des mois, des fois des années. Ça s'installe sérieusement dans notre vie et on tourne en rond et ça peut avoir de sérieuses conséquences même sur notre santé, non ? Donc toi, t'as des gens qui t'appellent au secours au dernier moment, non ? Oui, souvent c'est du au secours d'ailleurs. Ouais. On consulte quand on va pas bien, c'est dommage. Ouais. Parce qu'on pourrait consulter, alors notamment pour les couples, hein, juste pour apprendre des fois à communiquer, à sortir de l'impasse. Mais c'est souvent de l'urgence, oui. Ouais. Moi, je trouve que ça nous a énormément aidé justement de le faire en amont comme ça et de venir te voir, parce qu'on sent que, c'est vrai que plus on pratique ces outils, plus on sent que, ok, on va pas pouvoir s'en débarrasser comme ça, en gros, il faut quelqu'un. Et ça demande une humilité, non ? Ça fait partie, il y a des conditions un peu comme ça, idéales pour faire des séances de thérapie ? Déjà, pour faire des séances de thérapie, il faut se sentir motivé, accepter d'aller chercher au fond de soi un petit peu nos vulnérabilités, hein, parce que c'est de là qu'on va aller chercher toute la puissance de nos souffrances, on va aller chercher nos plus grandes ressources. Je dis toujours, quelqu'un qui arrive en crise, je dis, une crise bien menée, c'est une ressource inestimable mise au grand jour, quoi. Donc, ça vaut le coup de prendre ses souffrances et de les transformer, mais il faut du courage, c'est sûr, et beaucoup de motivation, puis que ça passe avec le thérapeute. Et là, après, c'est une partie de plaisir, hein. Ouais, c'est important que ça passe avec le thérapeute, c'est important de le mentionner, et que ce terrain, finalement, la souffrance, c'est un terrain hyper fertile. Notre ombre, notre partie d'ombre, ce qui nous fait le plus peur, nos peurs, tout ça, en fait, il y a plein de ressources et de lumière là-dedans qui peuvent être, de cadeaux, hein, on peut dire, qui peuvent être transformés. Clairement, à chaque fois qu'on est en souffrance, alors c'est difficile intellectuellement de dire ça, mais à chaque fois qu'on est en souffrance ou en crise, on devrait pouvoir se dire, tiens, qu'est-ce qui se passe en moi, quoi ? Qu'est-ce que je vais devenir ? Qu'est-ce que je traverse ? Qu'est-ce qu'on veut me dire ? Qu'est-ce qui veut parler de moi ? Qu'est-ce que je dois transformer ? Pourquoi je trébuche toujours sur la même pierre ? Pourquoi j'ai mal ? Pourquoi encore ? Et qu'est-ce que je ressens, quoi ? Et ça, c'est le truc, c'est qu'est-ce que je ressens ? Parce que souvent, c'est pas quelque chose, c'est pas exprimé, c'est ça, c'est de l'émotion, c'est quoi, ça se ressent ? Je crois que souvent, on a peut-être du mal à identifier nos émotions. On cherche des explications. Tiens, j'ai ça parce que je ressens, je suis comme ça parce que j'ai ça. Alors que des fois... J'ai toujours été comme ça, d'abord. Oui, puis j'ai toujours été comme ça. Et puis pour peu qu'on nous l'ait enseigné, l'idée, ce serait de se dire, tiens, qu'est-ce que je ressens là ? On commence à sentir un malaise. Qu'est-ce que je ressens ? Et identifier l'émotion, la nommer. Ça peut être, tiens, je me sens triste, je me sens en colère, je ressens du dégoût. Et vraiment s'attarder sur mon ressenti. Et de se dire, mais quelle partie de moi ressent ça ? Qu'est-ce qui se passe en moi ? Et regarder un petit peu ce qui se passe en soi. Et finalement, on a beaucoup d'attentes du monde extérieur. Et là, si on commence à se dire, mais si cette partie-là de moi, elle souffre de ça, elle ressent cette émotion, qu'est-ce que je pourrais faire pour cette partie-là de moi ? Et là, tout d'un coup, c'est magique. Parce que d'abord, comme j'ai identifié mon émotion, je lui ai donné sa part, son droit de tribune, et donc cette partie-là s'apaise. Et en plus, si je commence à réfléchir à ce que je pourrais faire pour cette partie de moi, alors je prends soin de moi. Ouais. Et quand je suis rompue à l'exercice, j'ai plus besoin d'aller consulter. Ouais. Et ouais.
Et on apporte de la conscience. Donc, petit 1, c'est vraiment de le nommer, de le conscientiser ou d'être présent à ça et de ne pas le repousser en pensant que c'est quelque chose de mal ou de pas bien qu'on va découvrir autre. Enfin, quel est le mécanisme de protection, je veux dire? Qu'est-ce qui ferait que quelqu'un n'arriverait pas à identifier cette partie-là ou à exprimer ses émotions, justement, et à le ressentir et à simplement être OK avec ce qu'il est en train de traverser? Parce que c'est quand même une énorme part du gâteau, j'ai l'impression. Bah oui, mais clairement, on a des mécanismes de défense inconscients, très inconscients, qui nous empêchent souvent d'accéder à certaines choses, et heureusement, parce qu'ils nous protègent. Seulement, quand quelqu'un vient consulter ou fait du développement personnel ou cherche à comprendre, on a le droit d'imaginer qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'inconscient qui voudrait passer au conscient pour commencer à s'exprimer. Donc, c'est là qu'on peut commencer à s'interroger. Mais bien sûr, on fait face à plein de parties d'ombre, parce que finalement, il y a plein de parties de soi qu'on n'a pas envie de montrer au reste du monde, et des fois même qu'on ne veut même pas accepter nous-mêmes, de nous-mêmes. L'idée, c'est d'accepter nos zones d'ombre, parce qu'on a tous tout en nous. On a une gentille, une méchante, une tolérante, une intolérante. L'idée, c'est d'accepter les parties qui sont moins acceptables. Parce que, alors là, on peut travailler avec. Et on peut surtout apaiser tout ce qui se passe à l'intérieur, quoi. C'est pareil en couple, parce que des fois on dit ah ouais, l'autre me fait miroir par rapport à ce que je suis en train de traverser en ce moment. Et quand quelque chose nous énerve chez l'autre, c'est qu'on l'a en nous, mais c'est quelque chose de pas accepté, c'est ça? C'est comme ça que tu le vois? Alors le couple, c'est forcément un formidable lieu maturatif pour développer des choses. Hein. C'est, oui, l'effet miroir. Et puis ce que je ressens au contact de l'autre et ma réaction, comment elle fait réagir l'autre. Là, on est face à des infantiles souffrants. Et souvent, on se retrouve dans un conflit, dans un couple. Et en fait, l'idée, c'est de voir que ce sont deux infantiles souffrants qui se retrouvent face à face. Et donc, les deux membres du couple sont victimes, tous les deux, de leur souffrance infantile, quoi. Donc, c'est intéressant d'aller voir derrière ce qui se passe. Et tu dis ça, c'est les blessures de l'enfance, c'est des choses qui n'ont pas été acquises, ou des parents des fois maladroits dans certaines situations, des choses... Voilà, donc beaucoup de choses sont liées à ce qu'on a vécu dans notre enfance. Hein. On les réactive, elles sont réactivées dans le moment présent. Oui, absolument. Et on parle aussi des blessures infantiles, mais les blessures infantiles sont les blessures sur lesquelles on se construit. Donc, de toute façon, c'est même pas tellement quelque chose qui serait malvenu lors de l'enfance, mais quelque chose qui serait la base de notre construction. Sauf que... inévitable, alors. Inévitable pour la construction. Qui va se construire sans frustration? Qui va se construire sans connaître la blessure d'abandon ou de rejet? Je mets au défi... On voit le nombre de parents qui essayent d'éviter ça, hein, qui essayent de faire exprès pour pas... Enfin, oh, j'ai vécu ça, je vais éviter que mon enfant le vive, et finalement, on en revient toujours au même. Bah oui, on fait tous de notre mieux. Bon, après, les blessures infantiles, elles sont bien plus ancestrales que le simple fait d'essayer de ne pas abandonner un enfant. Mais c'est vrai que souvent, ce qui nous arrive dans la crise, c'est juste quelque chose qui vient appuyer sur l'infantile souffrant. Et dans un couple, c'est le jeu des miroirs. Donc, souvent, c'est compliqué. Alors, on est souvent face à des conflits insolubles et on passe notre temps à vouloir résoudre des conflits. Alors, définis-nous ce conflit insoluble, parce que j'avoue que mon cerveau, il tilte à chaque fois que tu dis ce mot-là. Donc, tu es en train de dire que la plupart des disputes sont insolubles. On est tous les jours face à des conflits insolubles. Mais alors que ce soit en couple ou dans la vie, hein, avec les enfants, au travail... Pourquoi ce sont des conflits insolubles? Parce que ce sont des conflits de ressenti. Si Lilou, tu me dis j'ai froid et que je te dis il fait 50 degrés, pourquoi tu as froid? Peu importe, il fait 50 degrés, mais tu as froid. Et donc ça, c'est insoluble, c'est ton ressenti. Et un ressenti, ça ne se juge pas. Et on ne peut pas essayer de résoudre cette équation. Donc l'idée, c'est d'accepter le ressenti de l'autre, de l'écouter, de le valider. Et déjà, quand tu valides le ressenti de l'autre, déjà, tu le répares un petit peu parce qu'il se sent entendu dans son ressenti. Et puis, on évite de démarrer la grande guerre, la grande dispute. Mais tu m'entends pas, mais tu comprends pas. Ça part très vite là-dedans quand même. Quelle est la technique là pour s'arrêter? Parce qu'une fois que la dispute commence, qu'il y en ait un qui ait la présence d'esprit ou la conscience de dire
je sais ce que je ressens, l'autre peut continuer d'être dans sa boucle. Enfin, c'est pas si évident que ça. On est deux là, ouais. L'idée, c'est déjà que les deux connaissent l'histoire du conflit insoluble pour identifier le conflit insoluble. Ce serait la première chose. Parce qu'en fait, dans l'idée où tout le monde saurait ce que c'est que le conflit insoluble, et c'est beaucoup de ces conflits, ce serait de dire « Ah tiens, là, tu crois pas qu'on est en train de vivre un conflit insoluble ?» Parce que déjà, ça rabaisse un petit peu le niveau d'excitation, d'énervement, de vouloir résoudre le conflit. Ça augmente le niveau du dialogue. Oui, alors c'est pas toujours aussi facile, mais déjà identifier les conflits insolubles, déjà, c'est un sacré travail. Voilà, donc l'idée, ce serait, dès qu'on sentirait que quelque chose monte dans le couple, de dire, hop, là, ça pourrait être un conflit insoluble. Donc de se retirer, de... Si on peut se retirer, c'est l'idéal. De prendre rendez-vous, non, c'était pas quelque chose que tu nous avais fait faire. Vous prenez rendez-vous plus tard. Ça, c'est l'art de la dispute, parce que, aussi, ce qui est intéressant de savoir, c'est que dans un couple, la dispute, c'est une mise à jour. Donc, c'est indispensable. Ça, c'est important à entendre. Une dispute est une mise à jour. Non, mais ça a été une vraie révélation quand j'ai entendu ça. Donc, c'est essentiel. Alors, oui. C'est voire pas normal si on se dispute pas. Alors, j'irai pas jusque dire que c'est pas normal. En tout cas, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'une dispute bien menée, c'est une mise à jour. Parce qu'une dispute mal menée ou pas menée, ça peut être extrêmement destructeur. Oui. On le sait tous, on l'a tous expérimenté. Cependant, quand on arrive à pratiquer l'art de la dispute, parce que c'est un art. C'est un art. Alors l'idée, quand on est très énervé après quelque chose, ou après quelqu'un, d'une situation, l'idéal, c'est de prendre rendez-vous pour faire cette mise à jour. Donc là, quand on peut faire ça, c'est bien. Alors, c'est pas toujours facile, parce que c'est facile à raconter, à expérimenter, c'est pas simple. Mais déjà, quand on prend conscience qu'il y a quelque chose qui est irritant et qu'on a envie de débattre avec l'autre partie du couple, dire on prend rendez-vous et on en reparle, c'est déjà bien parce que c'est préparer le terrain de la communication, de l'échange. Parce que finalement, la dispute, comme c'est un art, c'est un échange. Qu'est-ce qui se passe dans un couple? Parce que tu dois en avoir où il y en a un qui est dans le développement personnel, spirituel, et puis l'autre qui l'a un peu amené à venir jusqu'ici et finalement complètement fermé, envie de prouver que... voilà. Comment, quand on a cette impression que finalement l'autre ne fait pas vraiment le travail ou... Qu'est-ce que tu donnerais à ce genre de conflit comme ça ou de situation? Parce que j'entends tellement de couples qui se disent eux dans le développement personnel et puis l'autre complètement dans le faux. Et puis au final, quand on creuse bien, on se rend compte que finalement, l'autre qui est soi-disant pas du tout ouvert sur tout ça, il a plein de mécanismes qui sont déjà très beaux et déjà en place et que le vrai travail, il est peut-être de cette autre personne. Enfin, comment gérer ça? Alors déjà, l'idée, c'est que quand un couple se présente ou essaie de travailler, même si l'un a traîné l'autre, comme tu dis, celui qui a accepté de venir, il est là. Et il n'est pas là pour rien. Il a envie de voir, il est curieux, il a sûrement quelque chose à sauver, au moins à entendre, et pourquoi pas prendre un outil ou deux au passage. Donc ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, c'est le jeu interactionnel dans le couple. Parce que tout couple a son mode de fonctionnement, chaque couple est un monde et un univers à part. Il n'y a pas deux couples qui se ressemblent. Et il y a un jeu interactionnel qui s'instaure et qui a, même s'il paraît dysfonctionnel, ce jeu interactionnel a son rôle. Donc c'est ça qui est intéressant et qui est riche. Voilà. On est toujours finalement avec la parfaite personne. C'est ça qui est fou. Je l'avais entendu dans une interview, mais on est toujours dans le parfait couple. On ne se choisit pas par hasard. Ouais. Donc, effectivement, et je le répète, c'est vraiment le couple un formidable lieu maturatif pour le développement de chacun. Qu'est-ce qui aide à voir la réalité ou à voir la blessure ou et à faire vraiment progresser très rapidement cette communication en couple et cette évolution en couple? Qu'est-ce qui favorise ce terrain-là? Je dirais que déjà, quand les gens prennent la décision de faire un travail, c'est qu'ils ont déjà conscience qu'ils peuvent améliorer quelque chose. Déjà, qu'ils sont acteurs de leur couple. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, ça va être de prendre conscience, parce que ce sont souvent des prises de conscience, que en fait, à chaque fois qu'il y a un dysfonctionnement dans le couple, il y a quelque chose qui souffre. Voilà. Et donc, souvent, on a besoin d'être
entendus dans nos souffrances. Donc l'idée, là, vraiment l'outil qui aide le couple à avancer, c'est de se dire, j'écoute le ressenti de l'autre. Alors, tout le monde connaît, ou presque, la communication non violente, donc où on apprend à éviter le tu, parce que le tu, et apprendre à dire, la situation me fait ressentir ça, donc bon, dans l'énervement, c'est pas si facile, mais au moins de dire, je ressens ça. Et si l'autre arrive à dire, ah, tu ressens ça, ok, la personne se sent entendue dans sa souffrance. Mais l'idéal, c'est de s'arrêter à, tu ressens ça, ok, sans jugement, sans mais derrière, sans... Et donc ça, c'est pas facile, mais quand c'est bien mené, c'est libérateur. T'as un autre outil de cœur à cœur ou tu peux nous en parler un petit peu plus? Ça se pratique dans la vie de tous les jours, non? Ah, le cœur à cœur, c'est un vaste débat. Alors, c'est au-delà d'un débat, c'est une pratique. Le cœur à cœur, ce serait ce qu'on fait tous les jours. Hein. On se connecte, on passe à côté de quelqu'un, on s'arrête, on discute avec quelqu'un et on sent qu'il y a quelque chose, ce qu'on appelle le bon feeling. Et le cœur à cœur, c'est arriver à se connecter à l'émotion de l'autre, quoi. Parce que ce que chaque humain, enfin, ce que chaque personne vit ne m'est pas étranger, hein, parce que bien sûr, je suis humain avant tout. Tout le monde sait compatir face à une tristesse, face à un moment difficile. Se connecter au cœur à cœur, c'est trouver le moyen de trouver sa vérité, mais sans le mental. Moi, je dis souvent, l'idéal, c'est de se couper la tête pour écouter les ressentis, quoi. Parce que c'est vrai que la tête, c'est souvent elle qui fait batailler... quand même se poser des questions, hésiter. Quand il y a quelqu'un d'énervé devant soi en voiture, au supermarché, au travail ou autre, c'est d'écouter au-delà de notre analyse et du mental qui a envie de mettre des mots et de se défendre, etc. C'est surtout que la petite expérience à faire au supermarché face à quelqu'un qui serait très très énervé, par exemple une caissière qui s'énerverait, je ne sais quoi, se mettre en mode voir sa souffrance et dire elle est énervée mais en fait elle souffre. Et le simple fait qu'elle sente qu'en face il y a quelque chose de bien, quelque chose de l'ordre du bienveillant, ça ne peut que l'apaiser. Et là déjà on est sur du cœur à cœur. Voilà, l'exemple parfait, c'est ça. Sans être dans l'empathie et prendre tout ça pour nous-mêmes, parce que je veux dire, à un moment, ça fait quand même pas mal d'émotions, etc. On peut pas être tout le temps complètement dans la compassion, si. Alors, c'est pas forcément ou de la compassion ou de l'empathie, mais c'est tout simplement de la bienveillance. Se dire que chaque personne qui réagit vivement, elle réagit vivement pour quelque chose, et souvent, c'est en souffrance. Voilà. Donc, sinon, on n'est pas dans le même état. On a tout à fait la possibilité d'imaginer que cette personne est en train de souffrir, et donc... d'entendre sa souffrance. Point, ça suffit, hein, ça s'appelle de la bienveillance. Je voudrais juste revenir enfin sur la dernière petite partie, parce qu'il y a forcément plein d'outils et plein de choses, mais je t'ai quand même contacté pour faire un exercice le jour 40 du défi des 100 jours pour trouver sa mission de vie. Et là, tu m'as proposé de faire cet exercice, le dialogue des parties, qui s'applique donc à plein de cas de figure différentes. Hein. Tu as commencé d'ailleurs à me le faire travailler par rapport à la grossesse, etc., l'accouchement, à domicile, maternité. Là, c'est là où il y a deux parties en nous, apparemment, hein, tu nous l'expliques, qui sont en conflit. Et le fait de les faire dialoguer apaiserait quand même pas mal de choses. Oui, effectivement. On a deux parties, alors on en a bien plus. On a toutes les parties en nous, hein, mais surtout plein de parties qui s'opposent. Parce qu'on a les parties majoritaires qu'on connaît bien, qu'on aime bien montrer, puis les parties minoritaires dont on n'est pas forcément fier, qu'on aime bien renier, pas trop montrer, et des fois qu'on subit, hein, qu'on ne connaît pas de soi. Et des fois, on est en dualité avec soi. Qu'est-ce que je fais ? J'accouche à la maison, j'accouche à la maternité, par exemple. Et là, ce sont deux parties qui s'opposent. Donc, ce qu'on voit souvent, c'est que c'est un conflit interne. Ça, c'est extrêmement fatigant. Parce qu'on lutte contre soi. Donc l'idée de l'exercice proposé justement dans le défi des 100 jours, c'est de faire dialoguer ces parties pour voir un petit peu ce qui se passe en soi. Ce serait comme deux personnages qui habitent en soi, qui habitent le même système et qui pourtant ne sont pas d'accord. Si on arrivait à les faire discuter pour voir un petit peu ce qu'elles ont à se dire, alors on apaiserait les tensions et on pourrait libérer beaucoup d'énergie. Un peu l'art de se disputer là aussi. Il y a une partie qui ose, qui freine. Absolument, un peu. De toute façon, c'est toujours comme ça. Il y a toujours de la lutte. L'idée, c'est d'apaiser les conflits. Mais déjà, les voir, les conflits, les identifier, c'est déjà un premier travail, quoi.
Et après, on peut se dire, tiens, mais quelle partie de moi sont en train de lutter? Qu'est-ce qui fait qu'il y a un côté qui me tiraille, l'autre? Vous savez, un petit peu à la thèse-antithèse, quoi. C'est vraiment... Et on a tout ça en nous. Qu'est-ce qui t'a fait découvrir tout ça? Un petit mot sur toi? Parce que tu as quand même eu ton parcours, je suppose. On n'arrive pas là par hasard à faire des thérapies brèves comme ça, en couple, avec des individus, en entreprise. Je veux dire, quel est ton parcours? Alors en fait, c'est une histoire de rencontre, hein. Bien sûr, moi je suis tournée vers l'humain depuis toujours, hein, dans les différents postes que j'ai occupés. Et puis j'ai été amenée à faire de l'accompagnement de fin de vie. Alors là, c'est là que quand on se pose les questions de fin de vie et quand on accompagne et qu'on dit mais toi, qu'est-ce que tu n'as pas fait et que tu aurais voulu faire? Et là, on rentre dans on a des passages de témoins, des grands moments d'émotion. Et l'accompagnement de vie, c'est très, très riche. C'est émotionnellement très, très fort. Et à un moment donné, je me suis dit, et si on pouvait aider les gens avant qu'ils arrivent à la fin de vie, quoi. D'où le chemin de vie, la mission. Et si j'osais, mais qu'est-ce que je ferais? Et donc, je me suis tournée vers les thérapies. Et la thérapie brève, parce que la thérapie brève, c'est très actif, c'est des dynamiques actives, donc ça t'allait bien? Oui, ça me va bien. Et puis, on voit vite les changements. On voit les gens opérer des changements. Quand au bout de 5-6 séances, déjà, on voit les gens se transformer. C'est formidable. C'est-à-dire que eux, ils cèdent en faisant ces thérapies. Mais moi, ça m'apporte énormément. Il y a beaucoup d'épanouissement. Et puis, bon, le couple, parce que le couple, c'est aussi... c'est la vie, quoi. Le couple, c'est un groupe de deux. Donc, le couple, c'est le couple amoureux, mais c'est aussi le couple parent-enfant. C'est le couple, c'est le groupe de deux. Donc, on est confronté toute la vie au conflit. Comment tu choisis les personnes avec qui tu allais apprendre ces différentes techniques? Parce que c'est un grand choix, ça aussi, de trouver les bons enseignants pour ensuite soi-même transmettre. Je dois avouer que la technique de Jean-Marc Henriot, je l'ai trouvée fabuleuse. Alors, je l'ai connue un petit peu par hasard. On m'a parlé de cette technique. Et là, quand j'ai rencontré les gens et que j'ai commencé à l'expérimenter, j'ai trouvé ça formidable parce qu'on a même assisté à des petits miracles, quoi. Vraiment, parce que ce sont des Pendant la formation. Oui, et puis même après, au cours de l'expérience, hein, on résout des problèmes, on sort les gens avec des prises de conscience de crises de manière pas miraculeuse, mais presque. Donc là, vraiment, c'est une technique formidable. Ça, donc, j'ai décidé de faire ça, la thérapie de groupe, la thérapie de couple, l'animation de groupe. Et aujourd'hui, je suis enchantée avec ça. Ouais. C'est beau tout ça. Merci beaucoup Vanessa en tout cas d'avoir pris le temps de faire cette interview, d'avoir aussi participé au défi des 100 jours. Ça apporte beaucoup de richesse et je pense que ça va permettre à débloquer des freins comme ça qui en effet, parce qu'on a envie de vivre cette grande vie, de se réaliser pleinement et puis comme on disait, il y a ces autres choses qui nous freinent liées à notre passé et tout. Donc tout un beau programme qui nous attend, Mélissa Co-Créateur. Merci pour ton témoignage et puis plein de belles choses à Bordeaux et regorge de personnes pleines de ressources. J'aime cette ville. Merci beaucoup. Merci à toi, Lilou. Bon courage, bonne continuation. On vous embrasse très fort. Gros bisous, délicieuse journée. N'hésitez pas à partager cette vidéo si elle vous a plu. Gros bisous. À bientôt.